Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. C'est le dernier épisode de cette série qui est intitulé Témoignage d'un jeune con, analyse de l'extrême droite par un ancien sympathisant. Dans cette dernière vidéo, je vais expliquer qu'est-ce qui m'a poussé, ainsi que d'autres gens, à vouloir sortir de ce mouvement. Je me répète encore une fois, mais se remettre en question et prendre la porte de sortie, ça met du temps, c'est des étapes progressives. Avant toute chose, il faut se poser des questions. Il faut avoir des doutes sur ses propres idées. Quand on commence à douter, c'est le début de la fin, et ça les propagandistes le savent très bien, parce qu'ils sont prêts à employer la manière forte pour éviter la dissidence. Surtout quand c'est dans les gangs, ils utilisent beaucoup l'intimidation et la violence, mais il existe des méthodes plus subtiles et tout aussi efficaces. C'est un phénomène qu'on peut retrouver dans d'autres mouvements politiques, aussi bien dans l'extrême gauche que dans l'islamisme. On crée une bulle autour de sa communauté, où les idées extérieures sont filtrées, elles sont décriées comme ridicules ou dangereuses. Ainsi on évite que l'individu confronte son opinion à d'autres idées. L'extrême droite utilise beaucoup la dérision et le dénigrement vers les critiques. À ceux qui rappellent les liens entre les idées de ces militants et certains mouvements violents, on les accuse d'être des exagérateurs, des manipulateurs. Il y a les méchants et les gentils. Il y a les vilains qui veulent la pureté, la purification, l'horreur, quasiment le nazisme. La comparaison avec les heures sombres de l'histoire, c'est tellement has-been, c'est un truc de vieux boomer. On accuse ses adversaires d'être des gauchistes, des woke, des fragiles, des vendus, des collabos, des chiens de garde du système. On caricature leurs propos pour en faire des illuminés, des malades mentaux qui voudraient la ruine de la civilisation. La première étape, c'est donc d'être curieux, de regarder de l'autre côté de la barrière pour voir ce que les gens ont à dire, et pas seulement la sélection de tweets délirants ressortis par F de Souche ou le 1825, ou par exemple on nous prend une féministe extrémiste avec 15 retweets qui dit qu'elle veut couper les couilles des hommes. Et on dit aux internautes, vous voyez, c'est ça le mouvement féministe. Non, le féminisme, c'est pas juste 2-3 tweets par des timbrés, c'est aussi une multitude de courants différents, c'est des arguments, des revendications légitimes, comme la lutte contre les violences conjugales en France, qui font une centaine de morts par an. Donc il faut sortir de la paresse mentale qui consiste à tout rejeter en bloc et confronter ses idées pour vérifier leur solidité. Deuxièmement, il faut avoir envie de changer. L'influence extérieure ne sert à rien s'il n'y a pas une volonté personnelle de se remettre en question. Et pour ça, il faut deux qualités que malheureusement tout le monde n'a pas, c'est l'humilité et le courage. L'humilité parce que quand on est formaté idéologiquement, on est convaincu d'avoir la vérité et d'être supérieur à tout le monde. Quand j'avais la vingtaine, j'étais persuadé que j'étais trop intelligent pour pouvoir tomber dans une secte. Je comprenais pas comment des gens pouvaient être assez bêtes pour suivre des mouvements complotistes, comme les théories sur les Illuminati, la Terre plate, etc. Je me moquais même des autres courants d'extrême droite. Par exemple, je pensais que les sympathisants de Soral étaient des idiots qui psychotaient sur les juifs. Je me pensais plus intelligent qu'eux parce que j'avais une réflexion autour du système capitaliste et que mon discours ne se résumait pas seulement à « c'est la faute des sionistes ». Derrière tout ça, pour moi, c'est forcément Israël, voilà. Aujourd'hui, je me rends compte que j'étais dans une secte, que j'étais manipulé et influencé comme les autres, mais j'étais trop arrogant pour le reconnaître. La deuxième chose, c'est le courage de prendre ses distances avec une communauté. On a peut-être des amis, des proches qui vont nous tourner le dos. On va s'éloigner d'un collectif dans lequel on avait trouvé des attaches, on avait trouvé un cadre, une forme de sécurité, et on va devoir repartir de zéro, repenser notre vision du monde, et ça peut être assez angoissant. On est parfois allé tellement loin dans l'appartenance au mouvement qu'on a laissé tomber notre boulot, nos amis, nos proches. Il faudra se resocialiser, renouer des contacts, revenir dans le milieu professionnel avec parfois un casier judiciaire. Même si on parle seulement de militantisme internet, pour un individu qui était de base isolé, ça peut signifier s'éloigner de ce qui faisait partie de ses seules interactions avec les autres. Derek Black, Christian Picciolini et Philippe Schlaffer insistent tous sur la rencontre avec des gens extérieurs au mouvement, qui leur ont fait réfléchir sur leurs idées. Je cite Philippe Schlaffer, il faut rencontrer des gens avec des opinions différentes, d'origines différentes. Il a pris contact avec le psychologue de sa prison, puis a pu renouer avec des membres de sa famille. Axel Reitz a suivi un programme de réinsertion, lui aussi après un passage en prison. Il faut pas hésiter à demander de l'aide, si possible à des professionnels, même si ça peut paraître humiliant quand on est particulièrement arrogant parce qu'on pense à sa fierté et tout ça. Mais la fierté, c'est des conneries. Il n'y a aucune raison de se mentir à soi-même, de pas reconnaître qu'on est en détresse et de ne pas saisir une main tendue. La déradicalisation, c'est un travail à long terme. Pour Derek Black, les étudiants sur son campus ont pendant 2 ans essayé de débattre avec lui pour essayer de lui faire abandonner ses idées suprémacistes. Ça n'a donné au début aucun résultat. Et petit à petit, le changement s'est opéré, mais de manière très graduelle. Me concernant, c'est paradoxalement quand j'ai travaillé dans une cité que j'ai commencé à réfléchir. J'ai vu que les gens que je croisais quotidiennement, qui étaient souvent noirs ou maghrébins, qui pouvaient être des collègues ou du public qu'on recevait, ne correspondaient pas à l'image qu'en faisait la propagande sur Internet. Alors tout n'était pas rose bien sûr, il y avait des gros cassos, il y avait des tensions, du trafic de drogue.
Mais ça ne correspondait pas à l'image apocalyptique que faisait l'extrême droite des cités françaises, qui serait selon eux un enfer pour les blancs où chaque seconde tu risques de te faire insulter ou agresser. J'ai toujours eu le cul entre deux chaises quand j'étais dans le mouvement parce que j'avais beaucoup d'amis de gauche, des amis féministes, des amis antifa, et je me rendais bien compte qu'ils n'étaient pas des malades mentaux, des collabos ou des hystériques, comme le décrivaient les extrémistes. J'avais perdu temporairement le contact avec eux quand j'ai déménagé sur Paris, et le fait de les revoir me faisait encore plus douter. J'avais la même attitude qu'avec mes collègues noirs et maghrébins, j'essayais de maintenir des relations les plus amicales possibles, et de ne pas évoquer clairement mes idées devant eux. Mais au bout d'un moment, je me demandais si les contradictions ne seraient pas trop importantes pour pouvoir continuer ainsi. Je me posais cette question, est-ce que si je continue à aller de plus en plus loin dans l'idéologie, est-ce que je ne vais pas arriver à un stade où les amis deviendront des ennemis? C'était un dilemme qui me tiraillait parce que j'avais beaucoup d'empathie pour ces gens. L'empathie, c'est ce qu'il y a de pire pour les propagandistes, parce que pour une idéologie qui repose sur l'exclusivité et l'homogénéité d'un peuple, d'une nation, on peut pas se permettre d'avoir de la compassion pour ceux qui sont différents de nous. C'est pour ça qu'à l'extrême droite, on porte une attention particulière à déshumaniser ceux qui ne correspondent pas à notre idéal de société. On les qualifie de nuisibles, de sous-hommes, de parasites. Lorsque ces gens parlent des discriminations ou des attaques qu'ils subissent, on dit que c'est pas si grave que ça. Le racisme, le sexisme, l'homophobie, les inégalités, c'est exagéré par les médias gauchistes. Il faut donc faire l'inverse de ce que dit la propagande. Il faut accepter l'empathie pour les autres. C'est pas un truc de soumis ni d'efféminé. C'est normal d'avoir de la compassion pour des gens qui se font tabasser, peu importe d'où ils viennent et pour qui ils votent. Ce qui est pas normal, c'est de se foutre de la gueule d'inconnus qui souffrent parce qu'ils ne font pas partie de notre secte. La plupart des gens avec qui j'ai discuté sur internet étaient dans un cynisme total. Ils pensaient que tout était foutu et que ça servait à rien de se battre. Ils étaient dépressifs et très pessimistes sur l'avenir. Ceux qui avaient encore de la motivation étaient soit des violents, soit des types qui cherchaient à se faire du fric. Il y en avait très peu qui cherchaient à transformer leurs idées en quelque chose de productif, par exemple à aider des victimes d'agression, à valoriser le patrimoine français, à prendre des initiatives pour revitaliser les campagnes. C'était plutôt à gauche que je voyais de telles initiatives. Peut-être qu'à force de déshumaniser tout le monde et de répéter que l'Occident contemporain est un endroit horrible, qui serait voué à la ruine, les gens finissent par devenir des coquilles vides, plus personne n'est motivé pour faire communauté, et ça devient du chacun pour sa gueule. Les Français ne méritent pas d'être sauvés. Il faut arrêter de se battre comme on le fait pour essayer de sauver la France, parce que les Français ne le méritent pas. Les Français méritent de disparaître. On est un peuple qui mérite de disparaître, vraiment. Quand mon état mental s'est amélioré et que j'ai commencé à voir l'avenir de façon plus positive, je voyais plus que des gens aigris ressasser les mêmes thèmes et ne rien proposer de constructif. À part des projets sur la comète du style quitter la France et s'installer en Roumanie ou en Hongrie dans des pays soi-disant non décadents, vivre au RSA tout en investissant dans les crypto-monnaies pour devenir riche, bref. Pour les gens qui hésiteraient encore à quitter le mouvement, je dirais une chose simple. Comparez les témoignages de gens qui sont sortis de ce mouvement et de ceux qui sont encore dedans. Et demandez-vous lesquels semblent s'épanouir le plus. Est-ce que c'est ceux qui sont en train de boucler sur les mêmes thématiques anxiogènes, sur l'insécurité et la guerre civile? Ceux qui évoluent dans un milieu où tout le monde se crache dessus, où c'est la compétition permanente? Un milieu rempli d'arnaqueurs qui essaient de soutirer l'argent des sympathisants. Une vie où vous êtes toujours à la frontière de l'illégalité pour ce que vous dites sur internet et ce que vous faites. Où il faut toujours se balader avec un couteau dans ses poches parce que vous avez peur de l'insécurité. Où votre vie se résume à être dans l'attente d'une guerre improbable et de l'effondrement du système. Ou alors est-ce que vous préférez une vie où vous avez la possibilité de vous épanouir? Où vous pouvez vous projeter dans l'avenir parce que vous ne pensez pas que tout est foutu dès le départ? Je mettrai peut-être une vidéo détaillée où je retrace mon parcours en détail, dans un but documentaire, mais pour l'instant l'objectif de cette chaîne n'est pas de raconter toute ma vie. Le but est de détailler comment des individus plus ou moins ordinaires sont embrigadés dans cette secte, dans un premier temps, puis de démontrer que ces idées n'apportent aucune solution viable, en démontant leurs arguments, et peut-être éventuellement de faire réfléchir d'autres gens sur la légitimité des idées qu'ils défendent. Encore une fois, je prétends pas être un expert ou proposer des solutions miracles. Il y a des choses qui sont du domaine de compétence des politiques publiques, comme la santé, la lutte contre l'isolement social, contre le déclassement économique, la lutte contre l'extrémisme en ligne, etc. Tant qu'une action déterminée n'est pas impulsée dans ces domaines par le politique, on peut agir au niveau individuel mais pas résoudre les problèmes au niveau collectif. Et au niveau individuel, il y a des centaines de cas différents qui demandent des centaines de réponses différentes. À mon propre niveau, je peux juste donner des exemples de personnes qui ont réussi à sortir du mouvement, ainsi que mon propre exemple. Mais ma situation n'est pas la même que d'autres. Par exemple, j'ai jamais connu la précarité de l'emploi, j'ai jamais connu de famille disloquée, de troubles psychologiques. Mais par contre, je peux donner des pistes pour ceux qui essaieraient de s'en sortir, ou pour les gens qui cherchent à lutter contre cette propagande. Voilà, c'est la fin de cette série de vidéos. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et une bonne année 2024. A plus.